Jean Bricmont, bonjour. Bonjour, Jonathan. Aujourd'hui, vendredi 4 septembre, il y a quelques jours, nous vous avions contacté pour faire un petit point sur la crise migratoire et notamment sur ses causes. Aujourd'hui, cette question est sur le devant de la scène suite à la publication d'une photo d'un petit enfant syrien qui a échoué sur les côtes de Turquie. Euh, une grande émotion médiatique s'est déchaînée, hein, j'aurais envie de dire, et qui fait que aujourd'hui il y a une grosse mobilisation vis-à-vis de cette question migratoire. Pourrait-on revenir donc sur une partie des causes de cette vague migratoire que l'Europe vit aujourd'hui? Bon, mais d'abord, moi, j'aime pas l'expression migrant. Je préfère parler de réfugiés. La presse britannique parle de réfugiés. Ce sont des réfugiés qui fuient la guerre. Ce ne sont pas des migrants, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Les Syriens sont des réfugiés, des gens qui fuient le chaos et la guerre dans leur pays. Alors, évidemment, il y a la question de la cause de ces problèmes. Mais une chose qu'on peut remarquer, c'est que quand il y a eu la guerre en Irak, il y a eu 1,5 million ou 2 millions d'Irakiens qui ont fui en Syrie. Il n'y a jamais personne qui s'est préoccupé le moins du monde de cela. On nous parle de cet enfant, mais Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État des États-Unis, quand on lui a posé la question est-ce que 500 000 enfants morts de l'embargo mené essentiellement par les États-Unis contre l'Irak dans les années 90, est-ce que ça vaut la peine? Elle a dit oui, ça vaut la peine. Et ce n'est pas quelque chose qui provoque l'émotion par rapport à une photo d'un enfant qui est effectivement tragique, mais ce n'est pas 500 000. Il y a des photos comme ça, on en avait pour des enfants sur la plage à Gaza. Je veux dire, il y a quelque chose de sordide dans l'exploitation des sentiments humains des fins politiques. Maintenant, quelles sont les fins politiques? Ça, c'est compliqué. Ceci dit, je tiens quand même à saluer les sentiments, comment dirais-je, l'expression de solidarité véritable avec les réfugiés. Donc il y a des gens qui ont, il y en a eu en Belgique, en Allemagne, enfin je ne sais pas en France, mais des gens qui ont manifesté la solidarité avec les réfugiés et qui veulent les aider. Ça, je trouve ça très bien. Néanmoins, les sondages montrent une très grande hostilité, en tout cas de ceux que j'ai vus à l'accord des immigrés, souhaitent un contrôle des frontières. En Europe de l'Est, la réaction est massivement négative, elle n'est pas que due aux politiciens. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Je pense que les réactions ne sont pas dues uniquement aux médias et aux politiciens, comme beaucoup de gens d'extrême gauche veulent le penser. Il y a une très grande différence entre ce que j'appelle la propagande de guerre, quand il s'agit de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie, de la Russie, de la Chine, du Venezuela, de la Palestine, etc., où les gens n'ont aucune expérience directe de ce qui se passe là et sont entièrement dépendants des informations qu'on leur verse à la TV et dans les médias. Et là, évidemment, la réalité est totalement déformée. Mais les sentiments identitaires que les gens ont, la peur qu'ils peuvent avoir de l'étranger, les sentiments religieux ou les croyances religieuses qu'ils peuvent avoir, ça, contrairement à beaucoup de mes amis de gauche, je ne pense pas que ce soit une conspiration des classes dirigeantes. C'est quelque chose qui existe et où les classes dirigeantes, parfois les exploitent, parfois ne les exploitent pas, ça dépend, c'est compliqué. Mais ce n'est pas la même chose que la propagande de guerre qui, elle, est entièrement, on va dire, une vision déformée de la réalité qui est vendue à des gens qui n'ont pas d'autres possibilités d'avoir un accès à la réalité. Donc ça, c'est un premier point. Alors, pourquoi moi, je suis très pessimiste parce que effectivement, même s'il y a ces sentiments, ces expressions de la solidarité, je pense qu'elle n'est pas majoritaire, qu'elle n'est pas dominante et qu'elle ne va pas durer éternellement et que ce qui va se passer, c'est une réaction anti-réfugiés. Et là, je suis obligé je vais me faire l'avocat du diable des soi-disant racistes qu'on dénonce comme étant anti-réfugiés, même si moi, je ne me situe pas là-dedans, mais je comprends pourquoi il y a ces réactions. Premièrement, on ne dit jamais aux gens combien de réfugiés vont venir. Beaucoup de bonnes âmes nous disent oui, mais l'Europe n'accueille qu'une toute petite fraction des réfugiés dans le monde. Mais les gens qui ont peur de ceux qui viennent déjà ne vont pas être enthousiastes. On leur dit oui, vous savez, il y en a 8 millions en Syrie, ou 4 millions, je ne sais pas, au Liban, en Jordanie, etc., ou en Turquie. Et évidemment, alors si on a 500 000 ici, c'est leur dire, mais si vous étiez vraiment, si vous ouvrez vraiment, leur raisonnement à eux, ça veut dire, oui, mais si on ouvrait vraiment les frontières, on en a 8 millions. Ça va encore plus les pousser à vouloir fermer les frontières, pas les ouvrir. D'Europe Écologie Les Verts qui a dit le Liban a oui. 25% de sa population oui, mais d'abord les Libans, oui, mais les Libans, il y a une guerre civile avec 150 000 morts, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens ont envie de ça, c'est peut-être pas dû aux réfugiés, c'était avant, mais enfin, c'est un pays qui est divisé confessionnellement, et je ne suis pas sûr que les Français ont envie d'avoir ces conflits qui ont existé à l'époque des guerres de religion.
premièrement. Deuxièmement, je ne sais pas si vous avez le choix. D'accord? Et évidemment, les Français, je suis sûr que si cette proposition est faite réellement dans ces termes-là au peuple français, on construit un mur autour de la France. C'est ça la réaction qui va se passer. Donc ce genre de proposition est complètement suicidaire pour moi. De toute façon, Viktor Orban en Hongrie a fait une clôture barbelée tout le long de sa frontière. On voit bien que même faire des murs, c'est pas une solution à cette problématique. C'est pas une solution, mais n'empêche, le mur de Berlin, il n'était pas très franchissable. Je veux dire, ça dépend quel mur on fait. Moi, je ne suis pas pour construire des murs, mais dire que ça n'a pas d'effet aux États-Unis, leur mur a réduit l'immigration, c'est pas si facile de franchir les murs, ça dépend comment ils sont faits. Et je veux dire, je ne pense pas que de nouveau, je pense que ce n'est pas un très bon argument de dire qu'ils vont venir quoi qu'il arrive. Et je pense qu'effectivement, ce genre de proposition, alors on va venir aussi à la façon dont c'est fait, mais revenons au problème que les gens vont se poser. L'autre question qu'ils vont se dire, qu'est-ce qu'ils vont faire ici? On dit qu'ils viennent chercher une vie meilleure, qu'ils veulent travailler, etc. Alors on peut poser la question, travailler à quoi? Il y a du chômage, il n'y a pas de chômage. Chaque fois qu'on a des programmes d'activation des chômeurs, à gauche, j'entends tout le temps dire, enfin la gauche de gauche, pas la gauche du gouvernement, j'entends tout le temps dire, oui, mais il n'y a pas d'emploi, donc ça ne sert à rien de forcer les gens. Mais il y a des emplois, il n'y a pas d'emploi. S'il y a des emplois pour les travailleurs clandestins ou les gens qui viennent ici, pourquoi ne pas mettre des chômeurs à travailler à ça? La réponse est claire. Beaucoup de gens, y compris de gens d'Europe de l'Est, qui ne sont pas des réfugiés, font du travail en noir ou dans l'économie clandestine. D'ailleurs, le congrès du PS s'occupe du congrès du PS. Voilà, on en arrive là. Mais alors évidemment, je veux dire, si c'est ça la solution au problème économique, alors évidemment, le chômeur français, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit accepter de travailler pour 300 € par mois ou 400 € par mois. Et c'est ce vers quoi on va. L'argument généralement qui est tenu, c'est qu'ils disent, voilà, ces travailleurs-là occupent des emplois dont les Français ne veulent pas. Ah oui, mais ne veulent pas, ça dépend. Ne veulent pas, ça dépend. Je veux dire, si les gens n'ont pas d'emploi, ils veulent peut-être des emplois, mais le problème c'est toujours à quel salaire. Si on veut des emplois bien rémunérés, alors on ne peut pas en même temps avoir des emplois, des sous-emplois mal rémunérés faits par des gens qui vivent à 10 dans une pièce ou je ne sais pas quoi. Mais c'est évident qu'il y a une tension et il y a un problème. On ne peut pas nier le problème du point de vue des chômeurs qui voudraient un emploi. Bon. L'autre problème, c'est celui du terrorisme. Alors, on me dira, c'est stigmatisé, je suis d'accord, c'est une toute petite minorité, ok. Mais Daesh a dit qu'ils enverraient des gens parmi les clandestins, ce qui n'est pas de nature à nous rassurer. Je veux dire, prenons Charlie Hebdo. Moi, je n'aimais pas Charlie Hebdo, mais je veux dire, même si on me dit que les tueurs sont manipulés, je ne vais pas discuter, moi, on ne me manipulerait pas pour aller tuer les gens à Charlie Hebdo. Je ne confonds pas l'arme de la critique et la critique des armes. Et donc, je ne vais pas faire ce genre de choses. Donc, s'il y a des gens qui sont prêts à faire ce genre de choses, bien, je suis passé ici, avant de venir, je suis passé devant une synagogue lourdement protégée par des flics, etc., ou des soldats. Ben, si j'étais juif pratiquant, je voudrais ça. Parce qu'il y a eu la tuerie du musée juif de Bruxelles, il y a eu le truc à Toulouse, etc. Et donc, il y a des raisons d'avoir peur. Et rien que le TGV, on ne sait peut-être pas ce qu'il aurait fait, mais enfin, si je vois un type débarquer avec une Kalachnikov dans mon compartiment de TGV, je ne serais pas rassuré. Et je veux dire, ce genre de choses-là, même si c'est un tout petit pourcentage, je dis toujours, s'il y a 0,1% de cinglés dans une communauté donnée, parmi les supporters d'un club de foot, parmi les physiciens, dans une religion, etc., c'est un tout petit pourcentage. Mais sur 1 milliard et demi de musulmans, ça fait quand même 1 million de gens, ou 1,5 million de gens, ce qui peut faire beaucoup de dégâts. S'il y a une infime fraction de terroristes dans les réfugiés, ça peut faire beaucoup de dégâts, et ça crée un sentiment de panique, donc qui va, dans tous ces problèmes de terrorisme, créer toujours des réactions sécuritaires. Et ce n'est pas de nouveau uniquement dû aux politiciens, parce que la population réagit comme ça. Moi, j'ai connu le terrorisme précédent, celui de l'extrême gauche, les brigades rouges, la fraction armée rouge, qui était complètement suicidaire de mon point de vue politiquement. Mais ces gens-là, évidemment, ont entraîné des réactions sécuritaires. Et à l'époque, en Italie, le Parti communiste italien qui existait encore était évidemment pour ces mesures, ce qui était compréhensible parce qu'ils considéraient que ces brigades rouges, en fait, visaient à le déstabiliser, ce qui n'était pas tout à fait faux. Et donc, je veux dire, il faut se rendre compte qu'on est dans une situation, dans une impasse totale. Donc moi, je dis toujours, il n'y a pas de solution qui soit à la fois humaine et politiquement possible. C'est-à-dire humaine, ce qui serait humain, c'est de les accueillir, et c'est politiquement impossible. Et donc, on est dans une situation. Alors, si on retourne aux causes,
Alors on nous dit aussi, bon, il ne faut pas exploiter l'Afrique, il faut, la fraude fiscale coûte plus cher, etc. Mais ça, ce n'est pas des solutions réalistes, parce que le problème, c'est que comment est-ce que le peuple va s'unir pour changer ce genre de choses, alors que, comment dirais-je, il est complètement divisé, sur les questions identitaires, il n'y a aucun parti politique qui réellement propose de prendre des mesures, par exemple sur la fraude fiscale ou sur d'autres questions socio-économiques. Donc, le peuple est coincé, donc évidemment il va se tourner vers, si on veut, des boucs émissaires, mais enfin, s'il n'y avait pas de réfugiés il y a 6 mois, ou il y en avait moins, ou il y a 1 an, ben il va se dire, bon, on devrait retourner à la situation qu'il y avait 1 an, ce serait quand même une amélioration de notre point de vue. Ça commence à augmenter après l'opération militaire française en Libye. Ben oui, alors revenons, la chose qu'on n'est pas obligé de faire et qu'on fait, c'est toutes ces interventions militaires. Comme je dis, bon, on va commencer avec le premier vague de réfugiés qui a posé un problème politique, pas seulement humain, mais politique, c'est des réfugiés palestiniens en 1948. Ça a eu un effet énorme parce qu'il y a eu le droit au retour, il y a eu tout le conflit, d'une certaine façon, israélo-palestinien date de là. Alors évidemment, il y a les interventions dans pas mal d'endroits. En Libye, c'est un exemple. Après, ils ont utilisé la Libye comme base pour les armes trafiquées transférées de Libye vers la Syrie. Ils ont alors fourni des armes aux djihadistes en Syrie. Ils ont déstabilisé la Syrie. Et comme je dis, ils l'ont déstabilisé ne serait-ce qu'avec la déstabilisation de l'Irak. Et je te donnerai le lien, mais il y a un livre qui s'appelle sur les dossiers de Wikileaks qui montre qu'avant les événements en Syrie, l'ambassade américaine, les câbles d'ambassade américaine en Syrie montraient qu'ils voulaient jouer sur les tensions ethniques, sur tous les problèmes possibles et imaginables pour déstabiliser le régime. Ils avaient déjà essayé de renverser le régime syrien en 1957 quand ils avaient renversé Mossadegh, ou vers cette période-là. Donc ils ont renversé Mossadegh en Iran en 1953 ou 1954, et puis un peu après, ils ont essayé de déstabiliser le régime syrien, ils ne sont pas arrivés à l'époque. Mais je veux dire, la volonté de déstabiliser ces régimes, de semer le chaos est constante. Alors si on veut parler de réfugiés, parlons du Donbass et parlons des réfugiés de l'Est de l'Ukraine. Ils ont aussi des centaines de milliers, pourtant que je sache, mais là ils vont en Russie, alors ça tout le monde s'en fout. Et c'est la Russie qui doit les assumer. Et pourquoi? Je veux dire, on est dans la chose minimale qu'on pourrait dire, c'est arrêtons nos interventions. Alors par exemple, évidemment, mon frère dit ça un jour, bon, là-dessus je suis d'accord avec lui, pas surtout, mais c'est là-dessus je suis d'accord avec lui, face à Léa Salamé, on n'est pas couché, il a dit, il faut faire ça. Et Léa Salamé dit, est-ce que ça va arrêter tous les problèmes? Alors il a bien répondu, il a dit, c'est pas quand l'auto est au fond du fossé qu'il faut se demander comment éviter l'accident. Maintenant, je n'ai pas de solution au problème. Comme je dis, il n'y a pas de solution. Mais je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, je m'attends à une réaction à terme anti-réfugiés et qui va bénéficier à l'extrême droite. Mais là, je voudrais dire quelque chose concernant la gauche morale. Ce que j'appelle la gauche morale, c'est cette gauche qui regroupe les droits de l'hommistes, les Kouchner, les BHL, les Cohn-Bendit, les Verts, une bonne partie des intellectuels dits de gauche, a toujours poussé à l'ingérence et maintenant pousse à l'accueil des réfugiés. En disant, voilà, vous êtes tous... En fait, c'est toujours la même chose. On est tous des salauds. On est des salauds parce qu'on ne veut pas aller régler les problèmes dans le tiers-monde en faisant la guerre, et on est des salauds parce qu'on ne veut pas des réfugiés. Le peuple français, c'est tous des racistes et des salauds. Une petite parenthèse pour ceux d'entre eux qui sont des défenseurs d'Israël, on se demande si accueillir les réfugiés, c'est tellement bien, pourquoi Israël n'a pas repris les réfugiés de 48, les réfugiés palestiniens de 48. Chez des gens comme BHL, faire la morale au peuple français, c'est surréaliste. Ils ne sont peut-être pas tous comme lui, mais... Et alors, c'est vraiment odieux, et ça a malheureusement imprégné une bonne partie de l'idéologie de la gauche et de l'extrême gauche. C'est ce que j'appelle le mépris du peuple et l'idéologie des droits de l'homme. C'est-à-dire, on remplace les religions traditionnelles par l'idéologie des droits de l'homme, c'est-à-dire au nom des droits de l'homme, on a le droit de tout faire, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règlement, il n'y a plus de droit international, etc. Il n'y a plus de souveraineté populaire non plus. On impose l'Europe, on impose Schengen, on impose toutes sortes de trucs, toujours au nom des droits de l'homme. Et puis on fait la morale au peuple, en disant vous êtes tous des salauds, le pauvre type. Alors évidemment, le problème c'est que le peuple va réagir négativement par rapport à ces discours. Il va en vouloir à tout ce qui est progressiste, parce que ces gens, ou tout ce qui est laïque, etc., parce qu'ils s'autoproclament l'avant-garde éclairée de la République, etc., etc. Alors que ce sont des hypocrites complets. Et moi je dis, si on a une politique
consiste, au nom de soi-disant grands principes, à imposer une politique dont le peuple ne veut pas. Il n'a jamais réellement voulu de l'Europe, il n'a pas voulu de Schengen, il n'a pas consulté, il n'a pas voulu de la mondialisation entendue comme délocalisation, il n'a pas voulu des guerres humanitaires. La guerre en Libye n'a jamais été discutée. Je ne pense pas que les gens étaient très enthousiastes. Ils ont peut-être été indifférents, on leur a nourri, on leur a donné une telle soupe à la TV qu'ils l'ont peut-être accepté, mais sans grand enthousiasme. Il n'y a pas eu de débat. Et maintenant, il y a le problème des réfugiés. Ils disent, mais ce n'est pas notre faute, qu'est-ce qu'on en a à cirer? Si, c'est leur faute, c'est la faute des pays occidentaux, mais de qui est le on, ce n'est pas le peuple qui est responsable de ça. Et alors, évidemment, moi je suis convaincu qu'on va vers une réaction contre la gauche morale, mais elle l'a cherché. Hein. En Allemagne, vous parliez de l'augmentation de l'hostilité de la population par rapport à ces réfugiés. En Allemagne, on commence déjà à avoir de nombreuses réactions hostiles avec plusieurs dizaines de centres d'accueil de réfugiés qui ont été incendiés. Il y a aussi des manifestations de solidarité. Hein. Il y en a aussi, il y en a beaucoup. Et alors en Allemagne, il y a une politique qui veut encourager l'immigration. Mais bon, je ne connais pas bien la situation en Allemagne, mais si je prends... De nouveau, il y a quelque chose de contradictoire, parce que la gauche morale a accepté le libéralisme. Or, quelle est la base du libéralisme? C'est que les vices privés font les vertus publiques. C'est-à-dire, chacun cherche son intérêt individuel, et c'est ça ce qui fait le bonheur commun. Ça, c'est la base. Justement, c'est ce que dit les penseurs libéraux disent, la charité, c'est pas bien, parce que ça nuit aux lois du marché. Donc, il ne faut pas être charitable. Mais si je dois être indifférent par rapport à mon voisin de palier qui a perdu son emploi et tout ça, et je ne dois pas avoir de mouvement solidaire, etc., pourquoi je vais être solidaire des réfugiés syriens? Je veux dire, c'est incohérent, même si les réfugiés syriens sont dans une situation bien pire que le chômeur français, ça c'est vrai. Mais n'empêche, il y a ce sentiment d'appartenance, d'identité, etc., qui fait qu'ils paraissent aussi plus lointains. Et alors en plus, on dira, c'est pas notre faute, c'est pas à nous, c'est pas... Ce qui est vrai et faux, c'est en partie la faute de nos gouvernements, mais quand les gouvernements sont unanimes, quand toute la classe sociopolitique, etc., est unanime sur une cause, c'est très très difficile pour la population de s'y opposer. Et pour les guerres humanitaires, ils ont presque tous été unanimes. Il y a eu très peu de voix opposées. Quand on prend l'agitation contre la Russie, combien de gens tiennent un autre discours? Combien de gens tenaient un autre discours sur la Syrie? Presque pas. Et donc, c'est très difficile, comme je dis. Par exemple, je trouve insensé, j'entends des discours pro-réfugiés dans les médias, mais j'entends toujours rien qui va à l'encontre de l'analyse qu'on a fait de la crise ukrainienne et de l'attitude de la Russie, qui prendrait des mesures contre ces sanctions qui nous font du tort, contre l'histoire des Mistral, enfin tout ridicule, sur l'attitude qu'on a vis-à-vis de la Chine qui célèbre la victoire sur le fascisme, on y participe. Enfin, toute cette volonté de confrontation perpétuelle avec le reste du monde va évidemment nous retomber dessus. Et à l'intérieur de nos pays, moi, je dis, c'est le mur de Berlin de la gauche antiraciste et antifasciste qui est en train de s'effondrer. C'est-à-dire que les élites ont utilisé comme ça un certain discours humaniste, antiraciste, etc., pour stigmatiser le peuple, stigmatiser aussi évidemment les pays non occidentaux opposés à l'Occident. Mais maintenant, ils sont complètement isolés et, à mon avis, ils vont... D'ailleurs, c'est une petite parenthèse, c'était sur les pays de l'Est. Bon, on voit que les pays de l'Est, eux, ils disent, bon, nous, on n'a rien à cirer, c'est pas nos affaires. Même, je crois que Viktor Orban a parlé d'invasion. Oui, eux, ils n'ont pas de complexe, ils ont pas... Mais j'avais vu ça quand j'avais été dans les pays de l'Est avant la chute du mur. J'en entendais des vertes et des pas mûres en ce qui concerne le racisme, le sexisme, etc. Et c'était absolument caché dans le discours pro-dissident. C'est-à-dire les dissidents, c'était les droits de l'homme, c'était des gens comme Solzhenitsyn, etc. C'était, tu vois, c'était comme s'ils étaient des grands libéraux à l'américaine, alors que ce n'était pas le cas du tout. Ils étaient des nationalistes, ils avaient des vues extrêmement conservatrices et réactionnaires, mais c'était vendu, c'était complètement obscurci, occulté, disons, en Occident. Ils étaient aussi pro-impérialistes, souvent pro-américains. Et c'est la même chose maintenant. Ceux qui sont anti-russes, ils ne le sont par nationalisme, ils ne le sont pas parce qu'ils veulent les droits de l'homme en Russie, des trucs comme ça. Et donc ça s'est caché. Et alors évidemment, moi je m'attends à une réaction de ce type-là ici aussi, parce que c'est pire qu'un crime, c'est une faute. C'est quand on impose au peuple des politiques sans jamais le consulter et contre sa volonté par des moyens supranationaux comme l'Union européenne, des traités, l'OTAN, etc., etc. Et ça, moi je pense on va vers la catastrophe. Mm-hmm. Moi j'ai pas d'alternative. Enfin si, je peux développer... Vas-y, pose la question.
Non, mais enfin, je voulais revenir sur la récente déclaration de BHL sur BFM TV qui a fait notamment bondir Michel Onfray, qui a dit voilà, Il ferait bien de se BHL, cacher. il faut Oui, qu'il aille se j'étais cacher. d'accord avec mon frère là-dessus, oui. Parce que Euh, ouais, c'est lui, enfin, c'est même lui qui a déclaré la guerre de Libye avant même que Juppé, à oui, l'époque ministre des Affaires je sais. étrangères, Mais et ça. Et ça, c'est c'est lui qui pousse à le sommet à l'ingérence en le Syrie sommet de la aussi, gauche quoi. morale. C'est-à-dire qu'il veut à la fois qu'on soit au service des Américains pour faire la guerre un peu partout et qu'on accueille les réfugiés qui sont les résultats, en partie les résultats de ces politiques. Ça, c'est complètement criminel. Mais ce type est devenu une menace publique et alors, quand je pense qu'on veut interdire Dieudonné, mais si on devait interdire quelqu'un, ce serait lui. Hein, je veux dire, c'est quand même un peu ridicule. Je veux dire, c'est un véritable danger public. Et alors, mais ce qui est bien, c'est que il est de plus en plus rejeté. Ça, je pense, je ne rencontre jamais. Enfin, je ne sais pas qui aime Bah, BHL, je ne rencontre ses personne. films ont fait un beat, ses livres se vendent Oui, mais pas, même quand la pièce de même quand je l'ai théâtre vu a en été arrêtée. 98, quand j'avais fait le livre avec Sokal, j'avais été frappé, j'avais été dans des studios TV face à lui et il était haï par tout le monde, par les journalistes, par les maquilleuses, déjà tout le monde le détestait. Il est Maintenant, haï mais là, craint aussi, parce qu'il il a est un haï. fort réseau Oui, ça c'est et un ça, fort c'est pouvoir ça. de Là, on est une nuisance. intelligentsia mafieuse, ça c'est vraiment le sommet, quoi. Et je veux dire, qui tient les gens simplement par la menace. Oui, c'est assez tragique, mais disons que le problème pour moi, c'est que ces idées ont pénétré, quoi qu'on pense, ont pénétré dans la conscience des gens, cette, euh, cette perversité qui consiste à la fois de vouloir ingérer dans les affaires des autres, et puis après dire au peuple qu'il est une bande de racistes s'il ne veut pas de réfugiés ici, quoi. Ça, c'est insupportable. Bon, moi, le seul espoir que j'ai, mais ce n'est pas un vrai espoir, c'est le phénomène de Corbyn en, Royaume-Uni. en Angleterre. Donc Corbyn est un candidat à la direction, on va dire, du Parti travailliste. Et c'est un type qu'on a mis pratiquement pour donner l'impression qu'il y aura un débat ouvert, parce qu'il était très à gauche. On s'est dit, voilà, comme ça, on montre qu'il y a un débat ouvert. Et puis il a galvanisé les foules, les jeunes, etc. Il n'a pas un programme très radical. Il veut renationaliser des trucs qui sont même nationalisés en France. Il veut rendre l'université gratuite, ce qui existe ailleurs. Mais je veux dire, il suscite un enthousiasme. C'est très marrant, c'est un type qui a plus ou moins mon âge et un peu les mêmes opinions que moi. Il a fait venir le Hamas et le Hezbollah au Parlement, donc c'était ses amis, des trucs comme ça, mais des trucs qui font bon, qu'en France serait impensable. Mais je ne suis pas sûr qu'il va gagner, on connaîtra le résultat de 12 septembre, mais enfin, il a l'air d'être bien parti pour gagner. Et de toute façon, le phénomène de l'enthousiasme qu'il suscite est encourageant. Et il a été contre toutes ces guerres, l'Irak, mais aussi toutes les autres. Et donc, ça, c'est quand même un truc encourageant de voir qu'il y a quelqu'un comme ça qui sort du lot, qui ne tient pas un discours à la Marine Le Pen, etc. C'est pas un discours anti-immigré. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire ou anti-réfugié? Une fois s'il devient président ou enfin, je sais pas comment on appelle ça, non, Premier ministre, non, il n'est pas là. S'il devient dirigeant du Parti travailliste, Oui, oui. il y aura une révolte interne, les blairistes vont le saboter. Moi, je suis sûr qu'ils auront sa peau un jour ou l'autre. Donc, je pense que la gauche, que j'appelle morale, va finir par l'éliminer. Mais elle Le creusera. Guardian l'a déjà qualifié d'antisémite. Oui, bien sûr, ils ont tout fait, mais ça pour l'instant, ça passe comme de l'eau sur un canard. Là, pour l'instant, l'accusation d'antisémitisme, apparemment, elle ne marche plus beaucoup en Grande-Bretagne. Ça viendra un jour ici aussi, mais le problème, c'est que ils vont probablement arriver à le liquider pour une raison ou une autre. C'est plutôt pour les raisons économiques qu'ils vont le liquider plus que pour ça. Mais le problème, effectivement, c'est... comment dirais-je, c'est qu'alors ils vont creuser leur propre tombe, il n'y aura plus que l'UKIP et des trucs comme ça, parce que la gauche morale, c'est fini, quoi. Et je pense que, en fait, on a vu deux crises cet été. L'un, c'est la crise grecque, et l'autre qui a complètement... Moi, je suis ahuri que les européistes de gauche soient choqués, parce qu'ils disent, par exemple, je ne sais plus, un des dirigeants de l'Eurogroupe a dit les élections ne peuvent pas changer les traités. Mais c'est vrai quand même, si on fait des traités, on ne peut pas les changer. On peut sortir des traités, mais on ne peut pas les changer comme ça, unilatéralement, quand on fait des traités. Si on construit l'Europe, et si le but de la construction européenne, c'est d'enlever la souveraineté des peuples, parce que c'est ça le but, il ne faut pas s'étonner, on ne signifie rien, c'est justement ce qu'on voulait. Alors ils disent, mais les Grecs ont voté pour une autre politique. Oui, d'accord, mais est-ce qu'une province peut voter pour province en France, ou un département peut voter pour une autre politique? Non. Il fait partie d'une entité et ici, c'est l'entité supranationale qui est l'Europe qui décide. C'est ce qu'on a voulu. Alors pourquoi s'étonner? Je veux dire, moi, je n'étais pas étonné
j'étais choqué, mais je n'étais pas étonné de ce qui se passe. Et je ne suis pas étonné de la crise des réfugiés, parce que c'est le résultat inévitable de la guerre. L'idée de faire avancer les droits de l'homme en faisant les guerres, en semant le chaos, etc., c'est de la folie à l'état pur. Et donc, c'est le résultat de cette folie qu'on vit, et je suis étonné que les gens soient étonnés. Mais non, évidemment, ni pour la Grèce, j'ai pas de solution, pour les réfugiés, j'ai pas de solution. Mais évidemment, le problème, c'est que j'avais des solutions dans le passé, c'est-à-dire de ne pas faire les politiques qu'on a faites. Et donc, on voit toute cette de bonne conscience libérale de gauche, bien pensante, etc., est en train de s'effondrer parce que toutes ces croyances volent en éclats. Hein, l'Europe qui était gentille et tout, et puis l'Europe qui est nouveau va être droit de l'homme, etc., ça vole en éclats parce que tant que c'est aller bombarder des pays pour les droits de l'homme, ça va, mais s'il faut accueillir des réfugiés qui seraient une attitude droit de l'hommiste, c'est niette. Enfin, c'est niette une majorité des gens. Et donc, ils se heurtent au réel, il y a le retour du réel qui leur tombe dans la gueule, mais toute politique doit être réaliste. Une politique n'est pas réaliste, elle n'est pas une politique, c'est de la morale, on fait la morale au peuple. Toujours concernant l'Union européenne, du coup, avec cette situation, on a de plus en plus d'hommes et femmes politiques qui remettent en cause les accords de Schengen. Est-ce que, selon vous, il est possible que ces accords soient remis en question dans les mois à venir ? Et est-ce que ça pourrait changer quelque chose dans cette problématique ? Les premiers ministres belges, par exemple, en a parlé. Immédiatement, je ne sais pas plus qui dans les dirigeants européens ont dit non, ça c'est non négociable. Mais alors, évidemment, ça va mener à la sortie de l'Europe. Hein. Je veux dire, Schengen est très impopulaire. Maintenant, c'est peut-être pas pour de bonnes raisons que c'est impopulaire, mais c'est impopulaire. Maintenant, si on sort de Schengen, comme tu le dis toi-même, est-ce que ça permet d'arrêter les flots migratoires? Ça, c'est pas évident, à moins de faire une frontière suffisamment élevée, etc., ce qui n'est pas exactement souhaitable. Donc, je ne sais pas. Je pense que l'Europe est en train de jouer sa peau, parce que, d'une certaine façon, vis-à-vis de la gauche, l'Europe s'est discréditée avec l'histoire de la Grèce. Et vis-à-vis de la droite, elle se discrédite avec l'histoire de Schengen. C'est-à-dire des gens qui, justement, ne veulent pas de réfugiés vont être encore plus anti-européens. Donc l'Europe est en train de se suicider, de se suicider dans le sens qu'elle fait une unité de plus en plus large contre elle. Ce qui est peut-être une bonne chose, à vrai dire. Mais bon, sauf que j'aime pas la façon dont ça se passe, mais... Et est-ce qu'on peut voir dans cette vague de réfugiés une validation des thèses de l'essayiste d'extrême droite Renaud Camus, qui parlait déjà dans les années 80 de grands remplacements? Écoute, il faut être sérieux. Hein. Je veux dire, je ne sais pas ce que c'est que le grand remplacement. Je veux dire, si on prend les réfugiés aujourd'hui, c'est quelques centaines de milliers de gens parmi plusieurs centaines de millions d'Européens. Ce n'est pas le grand remplacement. Ce serait peut-être le grand remplacement si on ouvrait les frontières toutes grandes, mais on ne le fait pas. Il y a une différence entre prendre à la lettre le fantasme d'une partie infime et sans pouvoir de l'extrême gauche. Effectivement, on parle d'ouverture des frontières, le NPA ou des choses comme ça, qui alors mènerait, ça je le crois, à ce qu'on appelle le grand remplacement. Et puis le fait qu'il y a un certain nombre de réfugiés, par exemple, qui sont finalement très, très, très peu nombreux. Mais, effectivement, comme je dis, les gens qui déjà ne les veulent pas ne sont pas rassurés si on leur dit il y aura 8 millions ou 10 millions, vous n'en prenez pas beaucoup, on leur dit ça, mais alors ça ne les rassure pas. Mais je trouve qu'il ne faut pas non plus... J'ai horreur des fantasmes de l'extrême droite à ce sujet de grand remplacement. En plus, il n'y a rien à faire. Je veux dire, il y a des tas de gens qui sont, entre guillemets, intégrés, qui sont... Toi, par exemple, je veux dire, il y a des gens d'origine étrangère qui sont complètement intégrés, français, enfin, j'aime pas le mot intégré, mais utilisons-le comme ça, qui, après tout, rencontrent tout le temps des gens qui ont des noms polonais, des noms roumains, russes, etc. On en rencontre tout le temps, en France, en Belgique, et ces gens sont français ou belges. Il ne faut pas désespérer, mais comme je dis, il suffit d'une toute petite, comme je dis pour le terrorisme, il suffit d'une toute petite minorité pour créer un sentiment d'insécurité et d'appel à la répression. Et tu vois, mais cette histoire du grand remplacement, moi je crains plus une réaction d'extrême droite. Moi j'ai toujours dit à mes amis, si on ouvre les frontières, vous avez le fascisme dans 15 jours, vous n'aurez pas des frontières ouvertes, vous aurez une réaction fasciste dans 15 jours. Quoi. Je veux dire, si on les ouvrait vraiment comme vous voulez. Quoi. Et donc, je ne pense pas du tout qu'on risque
un grand remplacement, c'est pas ça le problème. Il y aurait grand remplacement il devait y avoir, il y aurait une réaction d'extrême droite face à ça. Je pense que c'est déjà ce que cette crise va provoquer. Et puis, a priori, ces populations n'ont pas forcément vocation à rester dans l'Union européenne. Si c'est des réfugiés, une fois que la paix reviendra dans leur pays, ils pourraient revenir, mais encore faudrait-il que les conditions de la paix soient réunies. Et on a entendu François Hollande il y a encore quelques jours demander le départ de Bachar al-Assad. Mais il est complètement fou, je sais bien, il n'y a pas de solution. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que ça interpelle l'histoire du petit garçon qui est mort. Et, je veux dire, il est incroyable. Je veux dire, moi, je trouve ça embarrassant. Je ne l'écoute même plus, quoi. Je sais qu'il a dit ça, mais il se prend pour le maître du monde. Il a été élu où ça? Et, je veux dire, pourquoi il ne remplace pas le roi d'Arabie Saoudite? Je ne sais pas. Pourquoi il ne remplace pas Netanyahou tant qu'il y est? Je veux dire, je ne sais pas je sais pas pour qui il se prend. Je veux dire, c'est complètement délirant. Mais la seule question, c'est ou bien on perpétue le chaos là-bas, ou bien on y met fin, en mettant fin à l'insurrection. Mais je ne sais pas comment faire, enfin, je sais pas comment faire. Maintenant que on a ouvert la boîte de Pandore, c'est pas si simple. Mais le problème, ils n'ont pas vocation à rester ici. Le fait est que, bon, s'ils restent ici suffisamment longtemps, ils resteront. Hein. Je veux dire, quand il y a eu en Argentine, par exemple, il y a eu la dictature, beaucoup de gens ont fui. Enfin, des gens qui étaient éduqués, évidemment, qui avaient la possibilité de trouver une situation convenable ailleurs. Et ces gens-là, évidemment, je me rappelle très bien que le premier président démocrate d'Argentine se plaignait du fait que ces gens qualifiés ne rentraient pas au pays parce qu'ils étaient installés ailleurs, enfin, ils étaient installés, je veux dire. Mais moi, je ne dis pas qu'ils doivent rester. Enfin, j'ai posé des questions. Que vont-ils faire? Bon, évidemment, il y en a qui vont trouver. Mais par exemple, je connais, ça c'est un exemple personnel, c'est le mari d'une amie, mais qui est syrien, qui est dentiste. Il est venu ici. Tu crois qu'il peut exercer la dentisterie? Pas du tout. Enfin, ici en Belgique. Il ne peut pas. Il doit recommencer ses études à zéro. Ses études sont nues et non avenues, soi-disant. Parce que les dentistes se protègent. Tu vois. Ça, c'est aussi un truc qui est irritant quand on nous parle d'immigration. Le plombier polonais, l'artisan, tout ça, hop, ils peuvent remplacer les autres. D'accord? Mais si tu es dentiste, là, tu te protèges. Alors, c'est quelque chose d'un peu irritant. Mais toujours est-il que pour ces gens-là, évidemment, c'est très, très difficile, quoi. Parce que justement, on ne les laisse pas travailler. Alors que là, il n'y a aucun problème de terror. Enfin, il ne pose aucun problème s'il pouvait travailler, quoi. Eh bien, Jean Bricmont, je vous remercie pour votre analyse de cette question, donc non pas migratoire, mais des réfugiés. Et je vous dis à très bientôt sur l'agence Info Libre. Merci beaucoup.